Alors, moi, je ne suis pas scientifique, je m'occupe d'enquêter, de refaire l'histoire de ce qui s'est passé. Et donc, à un moment donné, j'ai réussi à contacter Alain Fontenot pour savoir ce que les thons rouges faisaient ici, en baie de Lannion, par exemple. Voilà. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai pu faire l'étude complète dans mon livre. Sinon, ce serait resté un point d'interrogation. Alors, donc, j'ai commencé ma recherche en allant du côté de l'Okemo, d'abord, où on m'a parlé de gros poissons. Et puis on m'a dit après, bon, il faut aller chercher du côté de Trébordin. Voilà, ce que j'ai fait. Alors, le thon, enfin, pour moi, c'est pas simplement le thon, c'est la pêche au gros. Parce que les pêcheurs qui ont pêché en 1946, 47, etc., ne savaient pas ce qu'ils allaient prendre. Ça pouvait très bien être un requin taupe, un peau bleue, etc., ou un thon. Donc il a, on ne sait, quand on va à la pêche comme ça, on ne sait jamais véritablement ce que l'on va prendre. Alors déjà, le problème, c'est qu'il faut les reconnaître. Quand on voit quelque chose passer dans l'eau, d'abord, ça passe très très vite. On aimerait bien qu'il passe une deuxième fois pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Alors, sur la diapo que vous avez là, ben, vous voyez que il a le dos noir. Voilà. Et donc, c'est pas facile à reconnaître par rapport à un autre gros poisson comme le requin. Il a un aileron qui dépasse quelquefois. Il y a la couleur grise ici, qui est intéressante pour le reconnaître, à condition qu'il se mette sur le côté. Voilà. Et puis il reste la queue en forme de croissant ici, qui est quand même caractéristique. Voilà. Mon étude, je l'ai appelée la pêche au gros en baie de Lannion. Donc ça commence en 1946, ça s'est terminé en 1953. Voilà, donc je vais vous expliquer donc comment ça a commencé et comment ça a fini et pourquoi. Et il n'y en a pas actuellement comme dans ces années d'après-guerre. Alors là, vous avez un exemple donc de thon pris à Trébordin. On va le voir en détail tout à l'heure. Donc je voudrais rappeler que ce qui s'est passé à Trébordin, c'est exclusivement de la pêche sportive, considérée comme sportive. Et donc il faut un matériel spécial, tout à fait spécial. Voilà. Bon, je vais démarrer. Donc je vais commencer par situer ça, parce que c'est important, parce que certains pourraient penser que ça a pu exister dans d'autres coins de France. Eh bien non, il n'y a juste que Trébordin. Voilà. Il n'y a pas eu de pêche comme ça du côté de Saint-Malo, du côté de Bréa, du côté de Douarnenez. Voilà, c'est spécial à la baie de Lannion. Voilà. Donc la baie de Lannion caractérisée ici, donc vous voyez, un Lokemo, Trébordin plus haut. Alors, la baie était très fréquentée par les sardines. Voilà, donc on ne peut pas parler de pêche au gros sans parler de pêche à la sardine. Voilà. Alors, les pêcheurs étaient donc à Lokemo. Et ils allaient pêcher un peu partout ici.
où la sardine restait régulièrement. Voilà. Donc l'Okemo, petit port sardinier depuis les années 1880 à peu près, où l'on a une première usine qui s'est installée en 1880, puis il y en a eu 4 dans les 20 années qui ont suivi. Voilà. Et la pêche eh bien, se fait avec le bateau traditionnel, le bateau de travail. Voilà, le port se situe ici, vous voyez, et au loin on aperçoit l'île Millau, Trébeurdin, Biite, etc. Donc c'est pas très loin. Donc ça a commencé là. Et puis ça s'est déplacé vers Trébeurdin, qui est lui un port de plaisance plutôt, un petit peu port de pêche aussi, qui a des plages et qui a des hôtels. Alors ça va être important pour la suite. Voilà, des plages comme ici par exemple, une photo où on voit au loin quelques flambards, justement, des bateaux là, de l'Okemo ou de Trébeurdin. Donc il faut que je vous explique la pêche de la sardine d'abord, parce que c'est important. Pas de sardine, pas de gros poissons. Voilà. Alors le gros poisson, évidemment, s'intéresse à ce que l'on appelle le poisson fourrage, c'est-à-dire tous les petits poissons, sardines, maquereaux, lançons, sprattes, éperlans, enfin tout ce qu'il trouve et tout ce qui lui permet de vivre, mais aussi de grossir, c'est-à-dire d'arriver, de passer à 200, 300, 400 kilos. Donc il faut un bateau, on appelle ça un flambard, donc c'est un bateau à 2 mâts, avec des voiles qui sont gréées au tiers. Donc je vais revenir un peu ici. Voilà, donc 2 voiles qui sont gréées au tiers, c'est-à-dire donc, un tiers ici, non pardon, 2 tiers ici, et puis 1 tiers ici par rapport au mât. Bon, j'ai pas de photo pour vous montrer, mais bon, voilà. Alors, ça se fait avec un canot, un petit canot comme ceci. Donc il y a un qui va tirer 2 canots. Les marins avancent à la rame et ils vont mettre un filet. Donc la capture se fait avec un filet droit qui fait 40 mètres de long, 10 mètres de large. Donc pour flotter, ben justement on lui met des flotteurs en liège. Et puis autrement, pour qu'il reste bien droit dans l'eau, on rajoute des gueuses, c'est-à-dire des galets, à la partie basse. Voilà. Et puis pour faire venir la sardine, parce que la sardine est un petit poisson qui reste au fond de l'eau, qui vit en banc et qui vient dans la baie de Lannion pour se nourrir, une baie qui est riche en plancton, mais qui est aussi avec des eaux relativement tranquilles, ce qui lui permet donc de se reproduire et que les alevins et les sardinelles puissent grandir rapidement. Sinon, il s'en va. Et puis, évidemment, une eau et une température d'eau qui lui convient. Bon, je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors, pour faire lever la sardine, il faut un appât. Cet appât, c'est ce qu'on appelle la rogue. La rogue, c'est un mot plutôt anglais qui désigne quelque chose qui sent très fort. Voilà. Alors, c'est fait à base de morues de Norvège. Voilà. Quand on remonte des morues, on ouvre le ventre et on prend la poche donc des femelles, des œufs, et l'on met ça à part. Et c'est revendu après. C'est conservé dans le sel, etc. Ça vaut très cher. Alors, les pêcheurs en font des boulettes. Ils mélangent donc
les œufs de morue avec de l'huile d'arachide et de la farine. Voilà. Donc ils vont jeter ça de part et d'autre du filet, là où ils se sont installés. Ou bien ils n'ont pas encore mis le filet, donc ils vont jeter un petit peu de roc pour voir, et puis ils vont observer. Et petit à petit, ils vont voir des bulles apparaître, des bulles qui arrivent en surface. C'est la sardine qui commence à lever. Elle est attirée par la rogue. C'est une odeur qui l'attire, et en même temps, c'est pour se nourrir. Elle va manger ça et elle va se nourrir. Alors le pêcheur va donc, si les bulles arrivent ici, eh bien le pêcheur va mettre la rogue sur le côté droit. Et puis la sardine va suivre et elle va se prendre dans le filet par les ouïes. Et inversement, si les bulles arrivent là, eh bien le pêcheur va mettre de l'autre côté. Voilà. Et puis à un moment donné, le pêcheur il va lancer en long, plutôt que de lancer en large, il va lancer en long pour que tout le filet soit rempli. Et à ce moment-là, le filet commence à couler et il est temps de le ramener. Et on met un deuxième filet. Et quand on a rempli 2 filets, par exemple, eh bien, on revient à l'Okemo où sont les sardineries. Voilà. Un bateau qui remonte un filet de sardines de l'Okemo. Alors, les sardines ont toujours attiré des gros poissons. Voilà. Dauphins, marsouins, requins, belugas, peau bleue, requin taupe, requin renard, thon rouge. Voilà. Alors il y a des mots que vous connaissez peut-être pas bien. Alors beluga, c'est un terme qui n'est pas propre parce que ça désigne un dauphin blanc qui vit dans l'embouchure du Saint-Laurent. Donc ça n'a rien à voir avec la région ici. En fait, ce sont des pêcheurs qui ont vu des dauphins plutôt de couleur blanche, qui ont appelé ça des belugas. Voilà. Mais ce sont des dauphins communs, Ils ont la particularité d'avoir la peau blanche, et leur nom scientifique, c'est dauphin de Risso. Voilà. Alors il y en a ici, partout. Voilà. Le requin peau bleue, c'est le requin classique, pas très grand par rapport aux autres. Les autres sont des requins de grande taille. Requin taupe, ça peut faire 200 kg. Requin renard, parce qu'ils ont une queue assez grande à l'arrière, un peu comme une faux. Voilà. Et les thons rouges, alors j'ai mis un point d'interrogation parce que il faut le prouver, c'est pas le tout de le dire, il faut le prouver. Et pour le prouver, eh bien, il faut en attraper un. Voilà. Alors, donc, c'est pas, ça date pas d'hier, hein, ces prédateurs. Vous voyez, c'est une aquarelle de 1756 où l'on voit tous les lettres D, ce sont des dauphins qui font... voilà. Et puis la technique à l'époque pour pêcher. Alors, les pêcheurs sont embêtés parce que ces gros poissons, en général, sont attirés par les sardines et donc ils ne résistent pas et donc ils rentrent dans les filets et plusieurs essais ont été faits pour les capturer, c'est-à-dire des coups de canon depuis des torpilleurs de la marine, voilà. Des fusils, on a distribué des fusils à des pêcheurs de l'Okemo, fusils, cartouches, etc. Leur a même donné des grenades. Alors il y en a un qui s'est blessé avec la grenade parce qu'il a attendu un petit peu trop longtemps. Voilà. On a pêché également avec des cordes. Hein, voilà. Rien n'y fait. Voilà. Donc ça c'est un requin qui a été pris, un requin taupe qui a été pris en 1933 à Trébeurdin, 270 kg au mois d'août 1933 par les pêcheurs Joseph Kervarek, ici, le père, et le fils s'appelait Joseph aussi. Voilà. Et donc ils avaient mis des cordes,
c'est 4 km de corde avec des hameçons à congre. Et donc il y a un congre qui a été mangé par ce requin et qui est resté, le requin n'a pas pu partir parce que l'hameçon lui est resté entre les dents. Voilà, alors notre histoire commence en 1946. Voilà. Alors, déjà un petit peu avant, en 1945, il y a un pêcheur de Lokémo, François-Marie Crasse, qui vient voir le docteur Mirou à Lannion, qui est un spécialiste, un petit peu, s'occupe, qu'il est ORL, donc voilà. Et il est généraliste, mais il est aussi ORL. Et puis ils arrivent à discuter. Alors 1945, c'est bon, on vient juste de déminer la baie de Lannion, hein, après le départ des Allemands en 1944, et puis on recommence la pêche. Voilà, donc le pêcheur discute avec le docteur Mirou et puis lui dit, ben voilà, j'ai du mal à pêcher parce qu'il y a des gros poissons qui viennent, qui rentrent dans les filets, et puis voilà. Ils détruisent tout. Et puis il dit, ben il y en a d'autres, bon, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Alors le docteur, lui, il n'est pas du tout marin, il connaît plutôt la pêche au saumon et à la truite. Hein, il vient de Guerlesquin, il va pêcher sur l'étang de Plounérin, etc., dans les rivières du coin. Bon, il s'intéresse, il dit, bon, ben, je vais me renseigner, et puis, voilà. Et puis, il dit au pêcheur, ben, écoutez, si vous voulez, l'année prochaine, j'irai avec vous voir comment c'est la pêche à la sardine, pour observer. Et puis, entre-temps, je vais aller voir à Paris, je vais chercher du matériel, voir comment on peut faire pour en attraper un. Donc, il a d'abord l'idée de prendre un fusil harpon à ressort. Voilà, donc il fait un premier essai. Ça ne marche pas parce que la flèche ne rentre pas dans le dos de l'animal parce que c'est pas assez puissant. Donc il va voir un ami à Lannion qui est armurier et qui lui conseille de prendre un fusil Moser, donc un fusil à cartouche, avec un harpon beaucoup plus grand, plus costaud, de la corde, un peu comme ont les alpinistes, vous voyez, quelque chose de solide, et puis de tirer sur l'animal qui passe là, et puis, enfin bien visé bien sûr, et puis laisser partir le fil. Et au bout du fil, on met un bidon vide, et puis on lance le tout, et puis on verra bien où ça va, et puis au bout de 2 heures, on récupère le poisson qui est fatigué, qui arrête de... Voilà, il ne peut plus. Et c'est ce qui s'est passé, donc en octobre 1946, il est, avec son fusil harpon à poudre, il a réussi à harponner un thon rouge. Voilà, il fait 175 kg, 2,50 m de long, et il fait donc sensation à Lannion, puisqu'il revient à Lannion avec son poisson, mais comme son poisson fait 2 mètres de long, eh bien, il a trouvé comme solution de le mettre sur le toit de sa voiture. Voilà. Et il a fait le tour de Lannion, comme ça, avec son thon. Et puis, ben, il a exposé aux halles de Lannion, et voilà, et tout le monde a parlé du docteur qui pêche le thon. Évidemment, ça s'est transformé en Mirouton, voilà. Dans l'esprit lagnonnais qui est toujours en train de blaguer, voilà, et de mettre des surnoms, des petits noms comme ça. Alors j'ai retrouvé non pas le fusil de Georges Mirou, mais un autre fusil qui est resté à Lokémo. Alors je ne sais pas à qui il a appartenu. Voilà. Donc vous voyez le principe, hein, il y a des cartouches là, voilà. Il y a un harpon ici, voilà. Donc ça reste bien enfoncé dans le dos, voilà. Il faut trouver quelqu'un, parce que le docteur Mirou ne veut plus pêcher avec
avec le harpon, il dit je vais pêcher à la canne et au moulinet comme ça se fait normalement. Donc il se met en relation avec des gens et il réussit à contacter Charles Ritz, qui est le fils de César Ritz de l'hôtel Ritz de la place Vendôme, qui lui dit moi je connais Ernest Hemingway, parce que Charles Ritz, lui, il habite en Amérique. Et puis je connais aussi Lerner, Monsieur Lerner, Madame Lerner, ils sont milliardaires. Voilà. Alors Ernest Hemingway, ça c'était en 1935, du côté de Bimini aux Bahamas. Ernest Hemingway ne vient pas, il décline, et puis c'est Lerner qui vient, c'est lui le nouveau président de l'IGFA, qui est basé à New York. Donc ils viennent l'été 47 avec du matériel, toutes sortes de choses, des moteurs hors bord et surtout des fauteuils tournants. Voilà. Et ils viennent avec 2 assistants. Alors, à la pêche sportive, donc il faut une canne, une grosse canne solide, pas très longue, avec un gros moulinet. Et donc le pêcheur est solidaire de la canne, mais il n'est pas solidaire du bateau. On peut tourner son fauteuil, mais on ne peut pas l'aider. On ne peut pas toucher le fil, ni le moulinet, ni la canne, ni quoi que ce soit. Sinon, ce n'est pas de la pêche sportive. Voilà. Et puis, donc, pour pêcher, eh bien, les Lerner se disent, on va aller voir les pêcheurs de sardines. Ils vont nous faire signe quand il y a une grosse bête qui passe, et nous, on arrive. Et on appâte, on met une sardine vivante ou un maquereau, on met juste ça à côté du filet, et puis on attend qu'il y ait une grosse bête qui morde. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc, au mois d'août, M. Lerner capture un squale, puis 4 thons rouges, dont un doublé. Voilà, vous avez ici Lerner et puis le docteur Mirou, 2 fois 150 kg et puis un de 229. Les thons sont exposés au port. Voilà, Mirou capture un squale de 100 kg en utilisant la même technique. Voilà les pêcheurs de Loquemo, donc Job Le Goff, Lissillour, Flatresse, Le Quélec et Le Méraire. Voilà. Hélène Lerner réussit le 19 septembre à prendre un thon de 400 livres et donc elle bat un record féminin toujours en place. D'où reportage dans le Soir illustré et une photo dans le New York Times. L'année suivante, les Américains ne reviennent pas, mais ils laissent une partie de leur matériel. Voilà. Et bon, Trébordin, avec le docteur Mirou, etc., décide de créer le thon club parce qu'ils pensent on peut faire un centre de pêche sportive d'importance. Donc on retrouve ça sur les affiches, les dépliants de l'office, du syndicat d'initiative. Voilà, et puis toutes sortes d'affiches comme ceci. Alors, il y a d'autres Français qui viennent. Monsieur Carlos Ledoux, Marcel Aucher, Tony Burnand qui est belge, Louis Perrotte qui habite Paris, qui est fabricant de matériel. Voilà. Alors, pas de prise en 48, mais quelquefois des combats avec des thons qui réussissent à décrocher ou à casser. Alors, Mirou prend quand même un requin de 100 kg, record français battu peu après par Marcel Aucher avec 137 kg. Voilà, un requin taupe. Alors 1949, c'est la grande année. Voilà, il a fait très beau, il fait très chaud, beaucoup de touristes, beaucoup de pêcheurs sportifs comme Fernand Aubry, qui était un Parisien, qui était visagiste. Il avait créé le maquillage en œil de biche. Voilà, alors c'était quelqu'un de très connu à Paris. Et puis autrement, il y avait d'autres gens assez fortunés, le comte de Luard, le marquis d'Autichamp, et puis d'autres personnes comme Jean-Louis Driancourt, Raphaël Fressange,
les frères Nadeau qui sont allés du côté de Loquémo. Voilà. Donc Mirou a réussi à prendre un thon, c'est son premier thon pris à la canne dans les eaux françaises, évidemment par un Français et avec du matériel français. Voilà, il avait acheté son matériel à Paris chez Perrotte. Et puis après, ce record a été battu 2 fois par Le Doux, 165 kg, puis Burnand, 179 kg. Voilà. 1950, nouveau record de thon. Voilà, c'est Monsieur Hocher avec 191 kg. Et puis à Loquémo, Monsieur Ledoux sort un thon de 145 kg avec les pêcheurs de Loquémo. Alors 1953, c'est le dernier thon capturé à Loquémo, là où ça avait commencé. Donc voilà, c'est un Anglais, Clifford Stubbings, a sorti ce thon de 200 kg sur le bateau du pêcheur Quadalen. Mais le thon n'a pas été homologué parce qu'il a été pris vers 22 h et c'était en septembre, et à cette heure-là, c'était un peu l'obscurité, et malencontreusement, le pêcheur ici, le marin pêcheur, a touché le fil. Bon, enfin, 197 kg quand même. Donc vous avez le détail par exemple sur le moulinet, donc vous voyez, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà. Il faut qu'il y ait à peu près 500-600 mètres de fil dessus. Parce que quand le thon prend, il part, il faut le laisser partir à toute vitesse. Voilà, il part, il va partir à 500 mètres. Et puis là, il va commencer à s'épuiser. Et puis, petit à petit, il faut le ramener. Et pour le ramener, il faut pomper petit à petit, donc comme ça, mètre par mètre. Et ça peut durer 3 heures. Et pendant ces 3 heures-là, on ne peut pas aider le pêcheur sportif. Voilà, on peut lui donner à boire, mais comme ça, en lui versant à boire dans la bouche, voilà, on ne peut pas le toucher. Voilà. Donc ça, c'était juste la fin. Alors le bilan, entre 46 et 53, 20 thons ont été pris, 4 non homologués et 11 requins ont été capturés. Alors je ne peux pas vous dire exactement le nombre de casses ou de poissons décrochés, parce que certains pêcheurs n'en parlent pas ou ne veulent pas aborder le sujet. On n'en parle pas. Voilà. Parce que c'est secret d'abord, ou voilà, tant que le thon n'a pas été ramené. Alors la sardine a disparu dans les années 53, et donc eh bien, plus de sardines, plus de thon, ou plus de pêcheurs pour pêcher le thon. Voilà. Mais en fait, la sardine n'a pas complètement disparu, c'est un poisson migrateur, et certaines années, elle apparaît, peut-être pas autant qu'avant, mais elle est toujours là, et depuis 2016, on voit des thons également qui apparaissent en septembre, octobre, novembre. Quelquefois, ils sont là à partir du début août. Voilà. Alors, puisque M. Fontenot est le spécialiste, il va vous expliquer tout à l'heure d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Autrement, les requins taupes sont toujours là. Donc voilà, vous avez un bel exemplaire. On peut en prendre encore au filet, malencontreusement. Hein, voilà. Alors une belle dentition, vous voyez, il y a une double rangée dedans, là. Et, par contre, on ne peut plus le chasser. Voilà. Alors, pour ma part, j'ai terminé. Il me reste simplement à vous faire écouter une petite bande-son que j'ai retrouvée. J'ai trouvé ça sur France Culture, par hasard. Comment êtes-vous venu à vous intéresser à la question de la pêche au thon dans la région? Eh bien, nous avons capturé 15 gros poissons, dont 8 thons, et 6 de ces derniers d'ailleurs ont été homologués. Homologués, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, le thon club que nous avons fondé,
en 1948, a comme principale attribution de vérifier que la capture a été faite sportivement et selon certaines règles précises. Et quel est le poids moyen des poissons que vous avez sortis? Eh bien, actuellement, le poids récent de ces poissons pris cette année, est relativement faible. C'est-à-dire que le plus gros est de 155 kg, le plus petit de 72 kg. Quelle est la durée moyenne de la bataille que livre le pêcheur contre ce monstre? C'est extrêmement variable, ça dépend de la résistance du poisson, cela dépend également de la façon de faire du pêcheur, de la chance également. Cela a varié cette année de 30 minutes à 5 heures. Tandis que nous attendions sur la jetée, voici qu'à l'horizon est arrivé le bateau de M. Dautichamp qui était parti ce matin pour la pêche et que nous attendons depuis quelques instants déjà. Il s'approche de nous et nous pouvons déjà reconnaître sa silhouette. À l'arrière, j'aperçois le fauteuil équipé spécialement pour la pêche au thon. C'est un fauteuil tournant, un fauteuil genre fauteuil de DCA si vous voulez, qui peut pivoter sur lui-même et permet de suivre l'évolution du poisson lorsqu'on l'a ferré. Nous apercevons d'ailleurs sur le plat-bord, nous avons la chance extraordinaire de voir en somme sur le plat-bord un thon qui a été pêché aujourd'hui et c'est une grande chance, le bateau aurait pu revenir à ville. Eh bien non, vous avez eu la chance de rapporter un thon, c'est quelque chose de merveilleux. Eh bien oui, on nous en a signalé un. Sa dimension, c'est immense, moi je ne saurais l'apprécier, vous l'avez mesuré à peu près 2,14 m de long à peu près. 2,14 m, c'est considérable. 1,40 m de circonférence. 1,40 m de circonférence. C'est un poisson qui va assez vite. Oh, très vite. Combien fait-il? C'est difficile à dire, on les aperçoit, n'est-ce pas, ça file entre deux eaux. 60 km à l'heure, 80 km à l'heure. Peut-être 80. Et je vois que un de vos hommes d'équipage débarque. Votre rôle à bord est important, qu'est-ce que vous faites Mon rôle à moi est d'assister le pêcheur, quoi, de lui faire tourner son siège, de voir les évolutions du poisson et ma foi de guider le bateau. Alors nous avons un marin qui est à la barre et qui conduit le bateau. Lui. Parce que je crois que le pêcheur, pour respecter les règles sportives de la pêche, doit tenir seul sa canne. Ah oui, le pêcheur tient sa canne tout seul, mais il ne peut pas conduire son siège puisqu'il est assis dessus. Et votre rôle évidemment à vous est de tourner le siège. Devient très important à ce moment-là. Voilà, c'est terminé. Ce document donc exceptionnel que j'ai trouvé par hasard. C'était à Trébeurdin en 1949. Voilà, et je laisse donc la place. Bonjour tout le monde. Donc moi, ma vision en fait ne sera pas mondiale. Là, je vais me limiter à l'océan Atlantique puisqu'on va rester dans le thon rouge et que le thon rouge, il y en a dans le Pacifique, mais c'est des stocks complètement indépendants. Donc on va rester uniquement Atlantique. Alors, on va commencer par un aspect historique. Donc le thon rouge, c'est une espèce de vue de très grande taille qui est pêchée depuis très très longtemps. Donc par exemple en Espagne, à Cadix, il y avait déjà beaucoup de pêche au thon dans les années 1500. Et en fait, quand on plonge dans l'histoire, à Gibraltar, il y avait des Néandertaliens qui vivaient dans des cavernes, qu'on a retrouvé des os de Néandertaliens avec des os de thon. Donc ils mangeaient des thons. Dans les pays nordiques aussi, on en a trouvé en Suède, au Danemark. Dès que les glaciations se sont arrêtées, il y avait déjà des thons rouges. En Grèce, 1000 ans avant Jésus-Christ, les Phéniciens ont laissé beaucoup de pêche au thon au Maroc, en Espagne. Et en permanence du XIVe siècle à maintenant, il y a eu des pêches au thon autour de la Méditerranée. Donc c'est vraiment une espèce extrêmement... Alors ça c'est une carte des principales zones de pêche. Donc c'est des zones de pêche de Méditerranée avec des filets côtiers. Donc là il n'y a pas besoin de bateau pratiquement. C'est des filets, les madragues, donc, qui sont installés et qui ne pêchent que les thons en période de ponte. Alors on les pêche quand ils vont pondre en Méditerranée, puisque tout le thon rouge pond en Méditerranée. Enfin il y en a du côté du Golfe du Mexique et Méditerranée. Et là, ça c'est les principales zones de ponte vers lesquelles se dirigent les thons tous les ans. Et ils se font attraper quand ils longent la côte, hein, parce qu'ils y vont toujours dans leur zone de ponte en longeant les côtes. C'est une erreur fatale. Donc, et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le thon rouge, les captures de thon rouge étaient enregistrées par les propriétaires de ces filets côtiers des madragues journellement. Donc là, c'est un exemple de 1600 à 1990. On sait journellement le nombre des poissons capturés, leur taille, pour chacune des madragues. Alors là, j'ai quelques madragues prises comme exemple. Alors on voit qu'il y a des périodes où on en prend des très grandes quantités, là 4000 tonnes, 5000 tonnes, et puis d'autres périodes où il y a des creux. Donc c'est des oscillations cycliques qui sont typiques du thon rouge, qui sont dues à l'environnement. C'est pas dû à la pêche. On en pêchait déjà des quantités significatives. L'ensemble des madragues pêchait presque autant qu'on pêche aujourd'hui avec les seineurs. Donc, mais
il y a des fluctuations naturelles qui sont mises en évidence par ces statistiques de pêche historiques des madragues. Donc la leçon sur le thon rouge, c'est que la productivité biologique du stock est très variable selon l'environnement. Les périodes très froides, il y a de mauvaise reproduction, il y a des décennies avec peu de thon rouge, et puis les périodes où les conditions de reproduction sont idéales, ça fait beaucoup de bébés thons et qui rentrent. Alors ça, c'est une petite historique des captures de thon rouge pour les garder en mémoire en fonction des zones de pêche. Donc en bleu, c'est l'Atlantique Ouest. Vous voyez qu'on en pêche un peu dans l'Atlantique Ouest, mais relativement très peu. Et alors, depuis en 80 en particulier, où c'est très faible, pourquoi? C'est parce que en gros, les pêcheurs sportifs ont fait interdire la pêche commerciale du thon rouge pour le réserver à la pêche sportive. Donc c'est un peu artificiel. En jaune, c'est la Méditerranée, donc c'est la zone de ponte. C'est vraiment la principale zone, parce que là, ils sont très faciles à pêcher. Quand ils sont dans une petite zone en surface, leur production est en surface, dans des bancs très denses, avec des seineurs, on peut très facilement les pêcher. Bon, alors ça, évidemment, c'est pas bon pour eux. Dans l'Atlantique Est, en général, donc de l'Islande à la Norvège, c'est plus faible. Alors, le noir, c'est les pays nordiques. Donc, on peut noter que dans les pays nordiques, il y avait des très fortes captures, un peu la période de Trébordin, 1950, 1960. Il y avait beaucoup de pêche sur le thon rouge qui, après, a disparu complètement. Alors, donc, le thon rouge, c'est assurément, je dirais, un très grand migrateur. En fait, dans les thons, on dit que c'est des grands migrateurs, c'est un peu exagéré. Le seul thon qui fasse vraiment des très grandes migrations, c'est le thon rouge. On appelle migration un mouvement massif d'une population qui se dirige vers un objectif précis, par exemple d'aller manger des sardines dans la baie de Trébordin, ou des harengs en Norvège, ou d'aller pondre dans la zone où ils sont nés. Bon, ça c'est vraiment... On les connaissait ces migrations depuis toujours, les pêcheurs les connaissaient déjà depuis toujours, quand ils avaient installé leur madrague, c'était au bon endroit. Mais maintenant, on a beaucoup progressé dans ces connaissances grâce au marquage. Alors, les marquages traditionnels, c'est des petites marques en plastique qu'on met dans le dos des thons. Les thons rouges, il y en a eu depuis très longtemps, en particulier aux États-Unis, des dizaines de milliers de marques, aussi en Italie, beaucoup. Alors maintenant, il y a des marques électroniques, qui sont des marques archives, c'est une petite capsule électronique qu'on greffe sur le dos, et qui permettent de connaître après, 1 an après ou 6 mois après, qui permettent de connaître exactement la position et la profondeur, et ce qu'a fait le thon, en gros, ce qu'il a mangé, est-ce qu'il se promenait, ça capte tout un tas d'informations qu'on récupère quand ça se détache à une date programmée du thon. Alors ça, maintenant, ça a apporté beaucoup de connaissances sur leur migration, leur déplacement, on va le voir. Et alors, on a pu voir que les migrations, c'est très très différent pour les juvéniles. Un thon rouge jeune n'a pas du tout les mêmes mouvements que les adultes. Et c'est surtout les adultes qui font des très très grandes migrations, qui font des milliers de kilomètres tous les ans, qu'on va voir plus précisément un peu plus tard. Alors, ça c'est une petite statistique, c'est moi-même d'ailleurs qui l'avais fait, c'est assez amusant. C'est des captures journalières dans les madragues du Portugal. Vous voyez, au Portugal, quand les thons rouges rentraient, le sud de l'Algarve, il y avait donc, ils longent la côte et ils se font attraper. Et puis en sortant, ils se font attraper également. Alors, quand on fait les statistiques jour par jour, là j'ai 3 ans de données, c'est la moyenne de 3 ans de données, on voit que les thons commencent à rentrer en Méditerranée début mai, le maximum de l'entrée c'est fin mai, et la sortie commence ils reviennent en juillet, les survivants, ceux qui n'ont pas été pêchés en Méditerranée, et fin juillet pratiquement tout le monde est sorti. Alors ça c'est donc un schéma maximal, et au milieu, là, c'est la période de ponte, vous voyez, c'est une flèche, vers le 20 juin, en moyenne, c'est là où le thon rouge pond en moyenne en Méditerranée. Alors, c'est assez hallucinant. Alors là, c'est des statistiques amusantes, c'est un petit détail. C'était le roi du Portugal, qui était un scientifique éminent, qui faisait beaucoup de recherches sur les thons avec le prince de Monaco. Et il avait exigé de toutes ces madragues de collecter tous les jours un très grand nombre de données. Et puis, ces données n'avaient pas été utilisées, il les a laissées dans un coffre-fort quand il s'est fait assassiner. Et puis j'ai pu avoir l'accès à ces archives pour reconstituer toutes ces données. C'était assez amusant. Alors ça, c'est les marquages plastiques. Vous voyez, les marques plastiques, c'est des résultats, la position entre le marquage et la recapture. Vous voyez les trajectoires qu'ils ont fait. Il y a quand même des trajets nord-est-ouest très très fréquents, Méditerranée, Maroc, pays nordiques, États-Unis, Golfe du Mexique. Donc, c'est donc des schémas typiques des mouvements. Alors, donc, ça, c'est les fameuses marques électroniques dont je parle. C'est un peu gros, mais comme le thon rouge est un très gros thon, ça ne le gêne pas trop.
Vous voyez, ça c'est l'opération de marquage. Le thon rouge est pêché très rapidement, là ça dure pas 5 heures. Ils mordent ils le ramènent avec un gros nylon en 20 minutes, une demi-heure, un thon de 200 kg est ramené à bord du bateau. Là on lui on lui met cet appareil et puis on le remet à l'eau et l'appareil électronique se détache automatiquement à la date programmée et il émet toutes ces informations, si tout va bien, quoi. Bon. Alors ça a donné beaucoup d'informations. Alors par exemple, c'est le type de résultat, vous voyez, on a des jours par jour. Alors le thon jaune est particulièrement intéressant. Oui, enfin, ils sont tous intéressants, vous voyez, il y a des migrations est-ouest, il y en a qui sont marqués en Norvège qui vont aller au Canada, il y en a qui reviennent en Méditerranée, il y en a qui vont aux Canaries, aux Açores. Bon, c'est des déplacements assez typiques. Alors on voit les migrations de ponte et puis les migrations alimentaires, on va y revenir. Alors celui-là est assez intéressant, donc ça a été un thon marqué par l'Ifremer, M. Rouillet de l'Ifremer. Et donc il a été marqué au sud de l'Italie, en Sicile, et puis il est revenu se balader, il a été jusqu'à Granville, il a passé le mois de septembre, octobre, entre Trébeurdin et Granville, et puis après il est ressorti, il a été se balader au nord des Açores, et puis il est revenu à la zone de ponte, juste à côté de la zone de ponte un an plus tard. Donc un trajet classique, un thon qui aurait pu être pêché à Trébeurdin s'il y avait eu encore des sardines, mais il n'a sans doute pas trouvé, quoi. Alors d'autres résultats qu'on trouve très intéressants dans ces marquages, c'est la température dans laquelle, minimale et maximale, dans laquelle a navigué le thon par jour. Et on a jour par jour la température, presque minute par minute, à laquelle il est affronté. Alors le thon par exemple, là les courbes d'en haut, au début, il oscillait dans des eaux entre 14 et 25 degrés. Et après, il est remonté vers les eaux plus nordiques. Et alors là, à la fin de la période, au mois de mai, là, donc il a des eaux très froides, 14 au maximum et 12 au minimum. Donc il reste toujours dans des eaux froides. Parfois, ils sont dans des eaux beaucoup plus froides. Le thon rouge peut rester dans des eaux à 5 degrés pendant des mois. Et donc, le secret du thon rouge, c'est qu'il a ce qu'on appelle une thermorégulation. C'est une capacité extraordinaire à conserver à l'intérieur une confortable température à 18-25 degrés. Dans des eaux très froides, à ce moment-là, il se réchauffe, ou dans des eaux très chaudes, c'est à ce moment-là, il met en marche le climatiseur. Donc, c'est une espèce assez unique par l'efficacité. Aucun autre poisson n'est capable de vivre dans des eaux nordiques. Là, il va jusqu'au Cap Nord en naviguant à 500 mètres de profondeur, à l'aise. Il faut qu'il ait bien mangé parce qu'il dépense de l'énergie, mais s'il a bien à manger, il peut thermorégulation parfaite, quoi. Et alors globalement on voit aussi que le thon rouge, et ça c'est un peu comme tous les thons, il passe leur temps à osciller entre les zones superficielles où il trouve des sardines et les zones profondes, il va trouver des calmars. Vous voyez la courbe d'en bas, ça c'est dans la Manche, donc il a oscillé entre 100 mètres et puis 500 mètres de profondeur, enfin à l'entrée de la Manche. Donc c'est typique des thons et en particulier du thon rouge. Ça lui permet d'avoir une nourriture très variée et très efficace, quoi. Alors les migrations, en les résumant, bon voilà, c'est la zone de ponte. Il y a à l'est, les principales zones de ponte, et de beaucoup c'est la Méditerranée. Il y a plusieurs sous-secteurs, il y a au large de la Tunisie, au large de la Sicile et au large des Baléares. Et puis les zones, dans l'autre côté, il y a dans le golfe du Mexique et puis à droite de la Floride. Et puis les zones d'alimentation, c'est en bleu, là, avec les petits carreaux bleus, donc beaucoup dans les pays nordiques, un petit peu en Méditerranée aussi, au large des Canaries, dans le golfe de Gascogne. Et donc le thon oscille en permanence entre ces zones d'alimentation et ces zones de ponte. Parce que quand il va vers les zones de ponte, il nage pendant un mois à toute vitesse. En un mois, il va de l'Islande jusqu'à la zone de ponte, mais il n'a pas le temps de manger. À la ponte, il est épuisé, il perd 30 à 40% de son poids, un thon rouge qui a pondu. Et immédiatement après, il repart comme une fusée, il met un mois pour arriver dans la zone à sardines, et là, il mange, et c'est indispensable pour lui pour survivre et pour retrouver un poids nécessaire pour migrer. Et alors, ce qu'il y a de plus, donc dans ces migrations, il y a deux choses. Il y a le retour au bercail, le homing. Le homing, c'est comme les tortues ou un certain nombre d'espèces, c'est extraordinaire. Donc, dans l'océan, dans l'ensemble de l'océan Atlantique, il y en a très très peu de thon rouge. Ils naviguent comme ça au pifomètre à chercher de la nourriture. Ils ont 5 ans. Donc,
et puis d'un seul coup, ils reviennent vers la zone de ponte en Méditerranée, et ils vont à toute vitesse, en banc très dense, et ils sont capables de retrouver exactement la zone où ils sont nés, à la saison où ils sont nés. Donc ça, c'est le homing. Et il y a aussi un homing vers les zones d'alimentation. Quand ils ont repéré une zone favorable pour manger, par exemple le bête trébordin ou les harengs de Norvège, on voit qu'ils y reviennent tous les ans pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que la ressource disparaisse. À ce moment-là, ils vont chercher ailleurs. Donc cette capacité à mémoriser des zones de ponte ou des zones alimentaires et à les retrouver après des milliers de kilomètres, hein, c'est assez extraordinaire. Bon, c'est basé sur le magnétisme ou d'autres facteurs, mais véritablement, nous-mêmes, on serait incapable, on nous laisserait à 18 ans, on serait incapable de retrouver la zone où on est né, quoi. Et exactement la période, il n'y a pas 10 jours d'écart d'erreur dans les... Alors, le retour du thon rouge, donc, ça c'est une historique des courbes de capture de thon rouge historique. Donc au début des années 50, 70, on en pêchait autour de 30 000 tonnes. Ça avait diminué dans les années 65 à 85. Diminué surtout parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'efforts de pêche. Il n'y avait pas encore des marchés qui étaient moins mondialisés. Le principal marché du thon rouge, c'est le marché japonais. Si on mange un thon rouge en France, on ne le vend pas très cher. Si on peut le vendre au Japon en bonne qualité sashimi, là ça monte à des prix énormes. Alors donc, à partir des années 90, il y a eu des captures énormes avec des seineurs essentiellement et en Méditerranée. Associés à la mise en fermage de ces thons, au lieu de les manger immédiatement, on les emmenait dans des fermes où on les engraissait pour les faire grossir et les revendre à un meilleur poids et à la meilleure période sur le marché japonais. Donc là, il y a un plateau de courbe qu'on appelle prise excessive, 50 000 tonnes. En fait, on ne sait pas du tout parce que tous les pays mentaient délibérément sur leur prise. On hésite à donner la médaille d'or entre la France, l'Espagne ou l'Italie, qui étaient tous les trois très très menteurs. Peut-être la France était dans les plus menteurs. Mais alors, donc, la situation a été critique. Les scientifiques ont poussé un cri d'alarme très très fort. Et à partir de 2006, après ce cri d'alarme, grâce à Greenpeace et aux ONG présentes à l'IGAD, il faut reconnaître, parce que le gouvernement, tout le monde était impuissant, mais sous la pression des ONG écologistes, tout le monde a été acculé à prendre des mesures et on a beaucoup restreint les captures totales, qui ont dû être divisées par 5 ou 10 selon les pays, et aussi interdire les captures de petits thons rouges. C'est fondamental d'éviter de capturer des juvéniles, parce que à ce moment, si on capture tous les juvéniles, il n'y a plus rien qui alimente le stock d'adultes, quoi. Donc là, l'ICCAT a pris des mesures très très fermes et qui, par miracle, ont été assez bien appliquées. Il y a des pirates, mais globalement, c'est bien appliqué. Donc après une période de prise inconnue mais très excessive, le thon rouge était très menacé de disparition, mais maintenant, il est revenu et on voit dans les années récentes, toutes les analyses sont assez optimistes et les captures augmentent sans mettre en danger l'état des stocks. Alors ça, c'est amusant. Donc c'est des courbes de la biomasse du stock. Donc c'est si on mettait sur une balance tous les thons rouges qu'il y a dans l'océan Atlantique, combien il y en aurait? Alors, vous voyez, c'est l'échelle, c'est en centaines de milliers de tonnes. Et alors, c'est différents modèles. C'est un peu comme la météo. Il y a un modèle qui vous dit qu'il va faire beau le lendemain, l'autre qui vous dit qu'il va pleuvoir un peu, et l'autre beaucoup. Et alors là, vous voyez, les modèles, c'est la dernière année de l'ICCAT, là. Il y a des modèles, il y en a un, la courbe bleue en bas, là, il dit, oh, ben, c'est un tout petit peu remonté, il n'y en a presque pas. La courbe rouge d'en haut dit, oh là là, ça explose, c'est quantité énorme. Donc, il y a des modèles qui disent 220 000 tonnes, d'autres c'est près de 800 000. Mais, quelles que soient les incertitudes, il n'y a aucun doute, la biomasse de thon rouge augmente. Elle augmente beaucoup, malgré les captures très accrues. On en prend de plus en plus, vous avez vu les courbes de prise précédemment, donc on en prend de plus en plus, mais malgré ça, il y en a de plus en plus. Alors c'est un peu l'effet des tailles positifs, et c'est l'effet qu'on en prend des captures plus, mais pas des niveaux excessifs, par exemple, pas des 50 000 tonnes. Et à l'heure actuelle, on va sans doute se stabiliser autour de 30-35 000 tonnes, qui, logiquement, ne devrait pas mettre le stock en danger, surtout si on a préservé les captures de juvéniles réduites à zéro, ou quasiment zéro. Donc voilà. Alors, c'est un phénomène qui est quand même très, très intéressant. C'est un bon exemple qu'une ressource halieutique qui est très menacée, en quelques années, avec des bons soins d'un bon docteur et puis des médicaments très forts, arrive à remonter et à être entièrement rétabli, quoi. C'est pas comme en médecine, c'est pas tous les jours comme ça.
Alors donc, les captures, on le voit dans les... aussi également, autrefois, donc ça c'est l'historique des pays nordiques. Les pays nordiques, donc ça avait commencé en 1930, il y a eu un pic en 55, et puis c'est nettement après Trevernin, depuis 75, il n'y avait plus qu'une capture de thon rouge dans les pays nordiques. Et alors, vous voyez, à l'heure actuelle 2020, il y a des tout petits traits rouges. Ça veut dire que maintenant, le thon rouge est autorisé dans les pays nordiques, mais alors les captures sont faites, ne représentent pas du tout la biomasse. Si on autorisait les pays nordiques, ils n'avaient pas pêché de thon depuis très longtemps, donc ils n'ont pas beaucoup d'autorisation. Et en plus, les Suédois, qui sont très précautionneux, ont interdit pour toujours la pêche du thon rouge pour protéger le thon rouge. Donc ils les regardent passer en Suède, puis ils n'ont pas le droit de les manger. Mais donc, la capture à l'heure actuelle reste très limitée dans les pays nordiques, parce qu'ils ont perdu leurs antériorités récentes, leurs droits de pêche, mais il y en a plein, et tant en Suède qu'au Danemark qu'en Norvège, il y a vraiment beaucoup de thon rouge et de très gros thon rouge. Et au Danemark, ils ont trouvé le créneau, ils sont un tourisme maintenant, l'écotourisme, ils vont regarder le thon rouge manger des harengs. Donc on prenait votre billet pour 50 €, vous allez pouvoir, à côté de Copenhague, voir le tourisme thon rouge. Il y en a beaucoup, quoi. Alors, en fait, le thon rouge, en Norvège, il est revenu depuis, c'est là le premier pays où on en a vu beaucoup, c'est en 2012. Donc, c'était de juin à décembre, donc un petit peu comme, juillet à décembre, un peu comme à Trevernin historiquement, majorité d'août à octobre, c'est un peu le scénario de Trevernin, donc ça c'est ce qui a été observé, hein. C'est pas les capturés, parce qu'à l'époque, ça c'est début des années, il n'y avait pas de taux de pêche autorisé. Alors les observations, vous voyez, ça va de partout, de Oslo jusqu'au Cap Nord, on en voit un peu partout, dans toutes les côtes de Norvège. Et donc, le nombre d'observations en fonction de l'année, c'est la courbe en bas à gauche, c'est de plus en plus croissant, quoi. On a commencé à en observer en 2012, 2015, 2016. Chaque année, on en voit plus que l'année d'avant, quoi. Donc, c'est vraiment croissant. Et alors, les captures, dans les années récentes, c'était des thons de 2 mètres à 2 mètres 6, donc des thons adultes, des reproducteurs de 7 à 13 ans, typiques des tailles de gros thons rouges, quoi. Alors, et également en Bretagne, donc depuis 2017, le thon rouge a été signalé en Bretagne, Bretagne Nord, Bretagne Sud, dans la Manche, donc entre le Conquet, Perros-Guirec, Granville, Cherbourg, Jersey, dans les mêmes périodes qu'en Norvège, juillet et octobre, donc, et c'est des gros thons rouges bretons qui maintenant ont trouvé un peu leur marché sur certains marchés même hexagonaux. Je vais vous montrer pour revenir le marché hexagonal, celui-là c'est un thon rouge qui a été pêché aux Conquêtes de 147 kg, donc, et qui était vendu dans un restaurant à Saint-Malo, d'où j'habite, là, qui était en vente pendant un mois en thon rouge breton. Ça valait très cher, évidemment. Donc. Alors donc, c'est toujours des gros thons, on emploie moins de jamais 30 kg, donc c'est vraiment typiquement des thons qui se sont reproduits vers le 20 juin, et qui ont foncé ici pour se réalimenter, pour s'engraisser. Alors ils ne sont pas concentrés, évidemment, comme il était autrefois, où il y avait des concentrations de sardines énormes. Ils sont dispersés là où il y a de la nourriture. Dans toute la Manche, ils trouvent de la nourriture, parce que ça mange un peu tout. Le gros thon rouge, c'est incroyable dans les contenus de stomaco. On trouve aussi bien des homards, souvent. Des lançons, des sardines, des harengs, enfin, des poulpes, des crabes aussi. Ça mange aussi bien sûr le fond et des grandes quantités de tous les... Mais par contre, s'il n'y a pas de concentration de nourriture, il n'y a pas de concentration de thon rouge, quoi. Et je pense que s'il y avait des bancs de sardines très denses à Trevernin, on pourrait reconstruire le club de pêche sportive tout de suite, et ils auraient tout de suite des résultats. Et ce serait intéressant c'est une recommandation de scientifiques retraités, si on pouvait faire des contenus stomaco de ces thons rouges bretons, ce serait intéressant de voir sur quoi ils s'alimentent. Est-ce qu'ils bouffent tous les homards ou est-ce qu'ils sont surtout sur les peu de sardines qui restent? Bon, et aussi de marquage électronique, si on arrivait à faire des marquages électroniques pour confirmer qu'après ils repartent dans le circuit vers leur zone de ponte, ça serait intéressant. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces faibles captures ne représentent pas du tout la biomasse réelle de ces thons, quoi. Si on avait toute liberté de pêcher, il est certain qu'on en pêcherait beaucoup plus. La pêche, les petits pêcheurs artisans, on s'y mettrait, les pêcheurs sportifs. C'est surtout les petits quotas, comme il n'y a pas d'historique de pêche ici et que
c'est contrôlé par la direction des pêches maritimes. Il y a presque pas d'autorisation de donner, quoi. Et c'est assez compliqué, quoi. Et puis aussi, il est vraisemblable qu'il y en a qui sont soit rejetés, soit mangés de façon clandestine. Donc les captures réelles, elles sont faibles, mais la biomasse est plus forte et les captures également sans doute. Alors, les prises, oui, ça, les prises mensuelles des thons rouges dans les chiffres officiels en manche, voilà, c'est à peu près comme la Norvège. Le maximum, c'est vraiment août, mais il y en a ponctuellement jusqu'à novembre et parfois décembre un petit peu, quoi. Et très peu au début d'année, quoi. C'est typiquement donc le maximum c'est fin juin la ponte, et c'est le temps qu'il faut pour venir ici pour un thon rouge un peu épuisé par sa. Alors, soit ils viennent directement ici, soit ils redescendent de Norvège, mais il est vraisemblable que c'est des thons qui montent. Comme on l'a vu dans celui qui a été marqué par l'Ifremer, là, qui a fait le tour de sortie de Gibraltar, et puis rentré dans le golfe de Gascogne et rentré après dans la Manche directement. Alors les tailles, les tailles c'est à peu près les mêmes. Ça c'est une photo d'un seineur norvégien qui pêchait des thons rouges en 1950. C'est à peu près les mêmes tailles, dans une gamme en gros de 100 à 500 kilos, quoi. C'est très variable parce que ces thons rouges reproducteurs, ils ont toutes les tailles d'un reproducteur, quoi. Il y a des périodes où il y en a des plus gros et des années, et souvent les gros à la ligne on les perd plus facilement parce qu'ils sont plus difficiles à sortir de l'eau. Donc, alors qu'à la madrague, avec les grands filets des jadis, on avait vraiment les tailles réelles de ceux qui passaient là. Mais il fallait qu'ils passent très près de la côte. Donc, et tous ces adultes ont en commun d'être dans une migration alimentaire, quoi, une migration trophique. Ils ne sont pas là pour faire du tourisme ou pour se reproduire. Donc, le thon rouge, assurément, c'est une espèce exceptionnelle à tout point de vue, quoi. Par sa taille, il n'y a pas beaucoup de poissons qui dépassent les 500 kilos. Là, c'est un des records. C'est pas le plus gros, je crois, le plus gros qui a été pesé, c'est 880, mais en 75, c'est dans une madrague, 840 kilos. Donc, c'est vraiment des monstres qui ont 25-30 ans ou plus. Bon, par sa thermorégulation, il n'y a aucun compétiteur qu'avec une climatisation interne aussi efficace. Ces migrations annuelles aussi, il n'y a aucun autre thon qui fait tous les ans des grands circuits alimentaires et de ponte qui sont variables. Vous avez vu dans les schémas des marques électroniques, tout le monde ne tourne pas comme une aiguille autour d'une montre. Il y a une grande variabilité d'un individu à l'autre, mais en gros c'est le même schéma entre zone trophique, zone alimentaire et zone de ponte, avec zone de ponte toujours au même endroit, enfin dans 3 sous-endroits et à la même date, ce qui est extraordinaire, quoi. Et aussi par la qualité, pour moi, je suis comme les Japonais, c'est vraiment le meilleur des thons, quoi, indiscutablement. Le sashimi de thon rouge frais, quand il est de très bonne qualité. Malheureusement, en France, on ne le traite pas souvent, il est rarement de qualité sashimi, quoi. Il y a toute une matière pour préparer le thon rouge de qualité sashimi. Celui qui vaut quelques centaines de milliers d'euros, le thon rouge, tous les ans, il y en a qui atteignent des centaines de milliers d'euros. Ils sont très bien préparés, quoi. Bon, et puis là, ça longue histoire. Il n'y a pas beaucoup de pêcheries quasiment semi-industrielles actives pendant là au moins 3000 ans. Parce que déjà, il y a 3000 ans, les Phéniciens avaient des salines pour après saler le thon, des grandes cuves pour le faire mijoter dans le sel, et après pour l'emballer, pour le diffuser sur des marchés un peu partout en Europe. Et puis aussi, donc, sa récupération, c'est assez extraordinaire qu'un stock qui était menacé d'extinction par la plupart des scientifiques en 2008, et maintenant on le retrouve grâce à des mesures de gestion drastiques, presque en pleine santé, avec des pêcheries très actives et très prospères, donc sous contrôle médical, et avec de très gros investissements en matière de contrôle.